en Côte d'Ivoire, c'est un verdict qui était très attendu par les proches des 19 victimes de l'attentat de Grand Bassam. C'était en 2016. La cour d'assises d'Abidjan a condamné mercredi à la prison à perpétuité 11 personnes, dont 4 étaient présentes mercredi sur le banc des accusés de cette attaque djihadiste dans cette cité balnéaire ivoirienne. Un mandat d'arrêt international a été émis par la Cour à l'encontre de Kunta Dalla, présenté comme le cerveau de l'attaque. Alors la sentence est tombée en Ashraf Osama. Cette sentence est terrible pour les 4 accusés qui sont présents. Il s'agit de Kunta Sidi Mohamed, Sissé Mohamed et Barry Hassan, sans oublier Sissé Rantao. Alors, est-ce que cette sentence va changer quelque chose à la vie de ces victimes? Non, mais cette sentence ne va pas... Aux proches des victimes. Oui, effectivement. Cette sentence va changer quand même radicalement des choses. C'est vrai qu'une sentence juridictionnelle ne ramène pas les morts parmi nous, mais c'est cela moralement, parce que la justice, elle est là aussi pour ça. Il faut mettre fin à la culture d'impunité dans nos pays, surtout pour des situations vraiment où c'est fait de cette nature-là. On parle du terrorisme, et le terrorisme, ça se définit littéralement, comme utiliser la terreur comme arme politique, et c'est ce que ces gens-là ont fait pendant des années. Donc, les victimes de Grand Bassam aujourd'hui, certes, vous l'avez dit, ils ne vont pas quand même revenir parmi nous, mais je crois que c'est une grande victoire pour les familles, pour le collectif, pour ces gens-là qui ont pendant longtemps diligenté des enquêtes, qui ont accompagné la justice pour mener des investigations et situer les responsabilités. Donc aujourd'hui, devant la cour d'assises, je crois que c'est très important parce qu'il s'agit quand même des crimes. Et je crois que l'infraction la plus grave en droit, ce sont les crimes. Donc la cour d'assises aujourd'hui a la compétence juridictionnelle pour juger ces gens-là. Donc je crois que c'est un signal fort qu'on envoie aussi à ces gens-là qui ont envie de commettre des actes de cette nature-là en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Donc je crois que nos pays, de manière générale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou dans d'autres contrées, doivent vraiment se donner les moyens de rendre des décisions beaucoup plus promptes et de situer des responsabilités. Donc, je crois s'il faut aujourd'hui élargir le champ d'interpellation, est-ce que la sentence doit se résumer à ces 4 personnes? Je crois qu'il peut y avoir des cerveaux, des gens sont également. Des cerveaux. Et les gens l'ont même dit que les cerveaux sont ailleurs. Les cerveaux sont ailleurs. Donc, il appartient à la justice ivoirienne aujourd'hui de faire preuve d'innovation, de mener des diligentes et des enquêtes. Les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Vous savez, on parle du terrorisme. La plupart du temps, c'est l'argument religieux qui revient. Mais vous avez des groupes de pression, vous avez des multinationales, vous avez des gens qui ont intérêt à ce que des situations de cette nature-là arrivent. Donc il appartient à la justice aujourd'hui d'élargir, de mener des investigations pour essayer de voir quelle est l'origine, la cause, quels sont les cerveaux qui sont derrière ces attentats-là. Donc, je dis très sincèrement, pour moi, je suis d'accord avec cette sentence-là. Les familles aujourd'hui doivent pleurer leur mort de manière paisible parce qu'il y a une justice républicaine qui a eu à faire son travail. Mais aujourd'hui, la question du terrorisme suscite aussi un certain nombre d'interrogations. Nous devons réfléchir à un certain nombre de choses. Nous le disons. La Côte d'Ivoire a été touchée dans l'attentat de Grand Bassam. Vous avez aujourd'hui le Burkina Faso, un certain nombre de pays. Même le Bénin est touché, le Togo est touché. Le Togo également, à l'extrême nord également, il y a des cas d'instabilité. Et donc, nous l'avions dit que la solution, elle est très simple. Parce que les initiatives sanitaires sont contre-productives. Si nous voulons vraiment venir à bout du terrorisme, nous devons avoir une certaine solidarité, une coordination, et une politique bien définie dans la sous-région pour venir à bout de ce mal-là. Mais les initiatives, parce qu'aujourd'hui, certes, il y a eu de très bonnes intentions de la CEDEAO, qui est une espèce d'intégration qui essaie de prendre des initiatives, mais jusqu'à alors, ça piétine. Donc, nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée parce que depuis les années passées, je prends par exemple le cas du Togo, depuis les années passées, même jusqu'à aujourd'hui, le Togo se bat presque seul au front, alors qu'il y a des contraintes budgétaires, la cherté de la vie, un certain nombre de choses. On est obligé même de passer même à un projet de loi même rectificatif pour essayer d'avoir de la logistique pour les militaires. Donc, si on veut
soulager les pays. Je crois qu'il faut une solidarité sous-régionale et une force multinationale. Je crois que le fondement même de la Charte des Nations Unies, je crois que c'est l'article 52 qui permet d'avoir une sécurité collective régionale. Et donc, on peut activer ces dispositions-là de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des résultats beaucoup plus tangibles. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'espace d'intégration a du mal à avoir une politique assez aboutie dans ce domaine-là. Je trouve ça quand même assez regrettable. Et c'est l'utilité de nos émissions. J'espère qu'ils nous écoutent. Et nous sommes là pour faire des recommandations. Quand je prends, par exemple, je le dis, je ne cesse de le répéter, quand vous prenez, par exemple, une thèse du professeur Adama Koda, il fait vraiment le diagnostic de la sécurité collective régionale. Ce qui veut dire qu'intellectuellement, tout comme militairement aujourd'hui, un certain nombre de personnes, des think tanks, des gens qui font des propositions. Qu'est-ce que les États attendent pour s'approprier du contenu ouais. qui sont faites. Voilà, si nous voulons avoir des résultats, nous devons comprendre que la légitimité intellectuelle est très importante et que les recommandations les plus adaptées doivent être opérationnalisées par les États pour avoir des résultats à l'avenir. Alors, comme Valentin Mayaba, quand on voit le procès, il y a certains qui disent, en tout cas, on ne remet pas en cause le travail de la justice ivoirienne, mais pour certains, le travail n'est pas fait au tréfonds. Il y a des cerveaux, comme on l'a dit, qui sont ailleurs. Oui, vous savez, il y a cela un mois que le procès a commencé, il y a cela un mois. Et aujourd'hui, la sentence tombe. Et à la suite de cette sentence, je crois que c'est 4 inculpés. Deux, je crois, sur les 4, je crois, les 4 ne sont même pas au pays. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et actuellement, il y a 2 qui sont en fuite, 2 sont en Côte d'Ivoire. Il semble qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre les fugitifs. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire va extrader ceux-là qui sont sur son territoire. Vous connaissez bien, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Mali. Est-ce que le Mali va extrader ces accusés-là? Parce que vous connaissez déjà le contentieux qui existe encore entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça va être un peu... Bon, c'est apaisé maintenant. Voilà, tout va mieux. Oui, tout va mieux avec ce... Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Parce que déjà avec ce mémorandum, déjà on peut dire que déjà les émotions s'émoussent. Et puis bon, je crois que l'ordre normal des choses va reprendre dans ce pays. Mais on est toujours vigilant. Vous savez, chaque État est vigilant par rapport à un certain nombre de choses qui se passent. Au vu de tout ce qui a été développé comme arsenal juridique par rapport à tout cet agglomérat de politiques qui ont intervenu dans ce dossier des garanties militaires. Et donc aujourd'hui, avec cette sentence-là, c'est vrai qu'ils ont été accusés par contumace parce qu'ils n'étaient pas sur le territoire ivoirien. Ils ont été condamnés à vie, à perpétuité. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est vrai, quelles que soient les accusations qui ont été portées sur la Cour de justice ou la justice ivoirienne, c'est vrai que les gens auraient souhaité que cela soit au-delà de ce qui a été annoncé comme sentence, parce que Achiraf l'a dit, derrière ceux qui ont été accusés, il y a les ténors, il y a aussi d'autres gourous là qu'on n'a pas encore découvert. Ouais. Et les familles, on dit quoi? On dit pas même que souvent même comment appelle-t-on, ces réparations, puisqu'il était question de 5 à 10 millions par famille. Ouais, il y a certains qui ont été... Voilà, est-ce que ça vient corriger le mal? Mais aussi, c'est symbolique, ce n'est pas juste ça puisse ramener les familles ou les vies qui ont été perdues dans ce sens-là. Mais ici, c'est ça, essaie de calmer un peu les ardeurs des politiques ou de certains nombres de personnes qui estiment qu'au moins, quand quelque chose se passe, il faut une lumière qui soit faite sur la chose. C'est ce qui est important. Chez nous aussi, on en a connu avec... la CDJ, vérité, justice et réconciliation. Ça, et il faut à un moment donné, on ne dit pas véritablement que ce qui est fait vient compenser. Non, c'est de façon symbolique. Et donc, à mon avis,
les 4 qui ont été accusés, ça va apporter quand même un climat d'apaisement dans le pays par rapport aux actes qui ont été commis dans ce sens-là. Et bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ces genres de situations ne se reproduisent? C'est la grande question, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas qu'on constate qu'il y a des malversations quelque part et qu'on arrive à trouver des solutions endogènes pour arrêter l'hémorragie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à mon avis, il faut que le gouvernement ivoirien pense à plus de stratégies, à plus de mécanismes qu'il faut mettre en place pour arrêter ces genres de situations. Cette incursion de djihadistes, puisque quand vous regardez ce qui s'est passé à Grand Bassam, c'est la première attaque terroriste dans ce pays. Donc, moi, je me dis que si vous ne prenez pas des dispositions idoines pour mettre des balises pour pouvoir permettre à ces djihadistes de faire leur avancée, de faire leur progression, ça risque de porter un coup dur sur la sous-région, parce que vous l'avez bien noté, le Togo était cité, enfin pas été cité, a été touché par ce qui s'est passé. Le Bénin, le Burkina Faso quotidiennement, c'est tout. Le corridor a été atteint. Donc il va falloir qu'on développe des stratégies, qu'on mette des mécanismes en place, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire seule, mais que ce soit des actions coordonnées. Justement pourquoi le terrorisme, avant qu'il ne puisse trouver solution, qu'on ne puisse trouver solution à ce fléau-là, il va falloir que les États fassent une coordination d'action ou se mettent ensemble pour mener des stratégies pour pouvoir bloquer ces terroristes. Mais si derrière, il y a des politiques aussi qui se cachent. Être de connivence. Vous le pensez? Mais ça existe. Ça existe de toutes les façons. Vous allez voir que ces terroristes-là, d'où viennent les armes, ils utilisent de grandes artilleries, d'où viennent. C'est les grandes puissances. Donc, les gens le font pour tirer bénéfice par rapport à ce nombre de choses. Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme doit être seulement l'apanage d'un seul pays. Donc, il faut que les États se réveillent pour dire que, mais quoi qu'on dise aujourd'hui, les gens ont laissé de côté la lutte contre le terrorisme et se sont focalisés sur les problèmes d'anti-français ou peut-être de l'intervention étrangère. Je dis non, la CEDEAO a bien laissé à une force multilatérale, multinationale, mais c'est vrai qu'il faut forcément que cette CEDEAO ait les moyens de ses actions. Parce que, vous savez, même la CEDEAO a plus de, je crois, 40-60% été financé par l'extérieur. Et donc, quelle sera l'indépendance ou la crédibilité de cette CEDEAO? Ça sera un peu difficile. Donc, il faut que les États se mettent. Nous avons, l'Afrique a les moyens. Ces États-là peuvent mettre les moyens pour véritablement lutter contre ce terrorisme-là et pour éviter ces genres de clivages, ces genres de situations que nous déplorons et qui malheureusement met à nu l'économie mondiale, enfin l'économie africaine. Aujourd'hui, l'intrusion des États extérieurs sur nos territoires explique bien de façon claire cette question de mener à bien les actions qu'il faut mener pour que la lutte contre le terrorisme, l'intervention étrangère ne puisse pas quand même trouver solution à nos problèmes. Alors, l'affaire, on l'appelle affaire Kunta Dalla. C'est le nom du cerveau de l'attentat de Grand Bassam en 2016. Robert Kosiga a côté. La justice a fait son travail. Est-ce que vous pensez que le verdict qui est tombé va pouvoir décourager des éventuels candidats au terrorisme en Afrique de l'Ouest? Est-ce que ces éventuels candidats à la mort qui sont d'ailleurs contents de se faire tuer eux-mêmes avec comme idée que s'ils s'explosaient, ils allaient directement au paradis. Quand des gens s'explosent, détruisent leur propre corps, ne serait-ce que pour porter atteinte à la vie des autres, et se disent qu'ils seront glorifiés aux cieux, c'est des gens qui ont déjà un problème psychique. Donc la justice rendue n'est qu'une partie de la réparation morale de ceux qui ont perdu leurs membres de famille. N'oublions pas que ce coup porté à l'économie touristique de la Côte d'Ivoire a créé un grand vide, puisqu'il y a eu beaucoup de temps avant que les fréquentations de ces places, de ces lieux balnéaires ne reprennent en Côte d'Ivoire, ce qui fut un grand manque à gagner. Maintenant, Sarkozy, qui a organisé tout ça, a été récemment reçu en grande pompe, je crois, à l'investiture d'Alassane Ouattara. Normalement, il devait être arrêté le jour-là et jugé avec ces gens-là, puisque c'est lui qui a organisé ça. Il devait être arrêté
arrêter. Si, alors on demandait en son temps qu'on arrête, comment on l'appelle, le passe-président, l'ancien président soudanais, là, El-Béchir. Omar Hassan El-Béchir. Pour avoir fait du mal à son peuple. Normalement, le jour-là, Sarkozy devait être arrêté en Côte d'Ivoire et il devrait avoir une cour africaine qui devrait le juger puisque c'est lui qui a occasionné tout ça. Si on n'embête pas, si on ne crée pas de problème à Sarkozy, il vient en Côte d'Ivoire où il envoie des gens tuer des petits terroristes, des petits touristes au bord de la plage. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse... Qu'est-ce que la justice peut faire plus que ça? La justice n'a fait que jouer son rôle, dans la limite de ses moyens. Et ensuite, aujourd'hui, le terrorisme est une bande organisée. Alors, financée, entretenue par les Occidentaux, ne serait-ce que pour freiner l'Afrique. Est-ce que nous avons les preuves, Robert Kossiba? Mais oui, nous avons les preuves. C'est vrai que les gens en parlent sur les réseaux sociaux et autres. Ce sont ces Occidentaux également qui mènent la lutte contre le terrorisme. Ils mènent la lutte contre le terrorisme comment ils le font. On a vu les Français, les Français au Niger, les Allemands, les Américains, les vendeurs d'armes sont où? Sont en Occident. Vous croyez que toutes ces tonnes d'armes qu'on déverse en Ukraine chaque jour que Dieu fait, si on faisait la même chose à l'Afrique, il y aura encore du terrorisme? Si alors l'Occident coupait cette route ou cette voie qui lie le désert à la Méditerranée, si on bloquait cette route-là et que les armes ne passaient plus. En le disant, on a aussi l'impression qu'on repose tous nos problèmes sur les Occidentaux. Mais puisque nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Nous-mêmes, vous savez, quand nos dirigeants sont là et que, voilà, ils n'ont pas eux-mêmes d'imagination concrète pour sortir l'Afrique du... Qu'est-ce qui amène tout ça? C'est le sous-développement. C'est la maldistribution des ressources de l'État. Vous savez, quand il y a trop d'injustice, quand vous avez fréquenté avec quelqu'un qui n'a même pas le niveau, et que vous avez votre diplôme en poche, et que c'est lui qui est devenu patron, et que vous, injustement, vous restez à la maison, quand les gens là vous embobinent, vous irez. C'est ça la solution. C'est aussi ça, c'est la déception de la grande masse. Vous savez, il n'est pas facile à un jeune de voir alors ses camarades évoluer alors qu'il a les mêmes capacités intellectuelles, peut-être plus développées qu'eux, et rester à la maison. Aujourd'hui, l'inégalité est criarde dans la gestion de nos États. C'est vrai, c'est aussi ça un grand problème. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit de la mauvaise gouvernance. Il y a aussi ça. Quand moi j'écoute le président Talon dire ça, il y a la mauvaise gouvernance dans cette histoire de terrorisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que la justice ivoirienne fasse? Il n'a que trouvé 4 personnes ou 14. Je crois c'est 4 qui étaient. Elle n'a que trouvé 4. Elle ne peut que juger les 4. Mais là, les autres sont où? Ils sont dans la nature. Ils sont dans la nature, financés par les Occidentaux. Ils sont là pour faire d'autres coups. Aujourd'hui, quelle est la politique que l'Afrique peut même mettre en place sans les sous de ces pays occidentaux-là? Or, pour couper le pied aujourd'hui au terrorisme, l'Occident connaît le plan. Pourquoi on fait la guerre avec des milliards de dollars, avec des milliards, avec des armes contre la Russie? On ne peut pas donner les mêmes armes aux Africains pour qu'ils luttent contre les terroristes. Ils connaissent tous, ils connaissent leur position. Toutes les armées occidentales connaissent la position de ces terroristes-là. Alors, pour leur faire du mal aujourd'hui, ça ne prendra peut-être pas un mois. Ce serait fini cette affaire-là. Mais on nous garde dedans, justement pour nous bloquer, et en échange, on nous fait du dilatoire. Ah oui, Achraf Orosama voulait sans doute réagir. Je vous ai vu. Oui, ouais. je voulais sans doute réagir. Moi, bon, ce que je vais dire peut choquer plus d'un, hein, mais j'ai vraiment du mal qu'on trouve dans la pauvreté des raisons explicatives au terrorisme. Vous savez, nous sommes tous des enfants, nous venons tous des classes populaires. Nous avons tous connu la précarité généralisée, mais cela ne nous a pas conduit à prendre des armes. Pour moi, c'est une explication vraiment de la lâcheté, en fait. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui éprouvent des difficultés au quotidien, mais ne sont jamais extrêmement violents. Hein. Ne sont jamais extrêmement violents. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait preuve de naïveté,
qui ne comprennent pas les enjeux de la mondialisation, qui ont été instrumentalisés par un certain nombre de groupuscules de personnes. Donc aujourd'hui, ne peuvent que faire répondre de leurs actes. Donc, moi, je vais revenir sur le terrorisme aujourd'hui. C'est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États africains, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la construction étatique africaine aujourd'hui, nous devons interroger la construction postcoloniale africaine aujourd'hui. Parce que depuis les années d'indépendance, vous avez des pays qui ne sont pas souverains économiquement, même militairement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui cause problème? Vous avez parlé des marchands d'armes. Nous votons des budgets annuellement. Notre premier réflexe, c'est d'aller payer des armes, des hélicoptères chez des pays occidentaux. Nous n'avons pas une industrie capable de nous produire. Donc, pour moi, je trouve ça infantilisant. Donc, aujourd'hui, si nous voulons avoir des résultats tangibles, il faut interroger l'État postcolonial africain, se donner les moyens de notre combat. Je trouve, moi, à mon humble avis, navrant, par exemple, aujourd'hui, pour moi, je le dis, je vais encore choquer plus d'un, ceux qui attendent l'engagement de la responsabilité de Sarkozy devant une juridiction internationale, c'est une utopie, ça n'arrivera absolument jamais. Donc il peut venir en Côte d'Ivoire à chaque fois. Au même moment, on juge d'autres personnes. Oui, effectivement, mais ce sont les parce qu'ils trouvent les causes lointaines de ce terrorisme. Sarkozy, ce sont les résolutions. Vous savez très bien que les résolutions onusiennes sont toujours instrumentalisées. Et l'OTAN, Sarkozy a eu l'aval quand même du Conseil de sécurité. Du Conseil de sécurité. Procéduralement, tout a été respecté. Même moralement, il est condamnable. Et je suis désolé, la politique mondiale ou comme nationale est fondée sur les normes et non sur la morale. Alors, ce procès de Grand Bassam, comme Valentin Mayaba, en tant que journaliste, qu'est-ce que cela peut changer? Bon, ça va changer beaucoup de choses. Je l'ai dit dans ma première intervention. Je dis que ça va changer concernant beaucoup de choses parce que, d'abord, quand il y a une justice qui est faite, ça apaise d'abord le cœur des populations, des victimes. Les victimes, les proches des victimes. Ils attendaient cela depuis des années. J'ai suivi le micro-trottoir, on a tendu le micro à certaines victimes, à certaines proches des victimes. Et ils ont déclaré ouvertement que c'est vrai que ça ne viendra pas corriger, ou ça ne viendrait pas ramener les vies perdues. Voilà, les ce qui restent. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais tantôt d'une réparation. Cette réparation, elle est que symbolique. Ça ne compense pas, ça ne vient pas remplacer les vies qui sont perdues. Mais ici, ce que nous disons, en tout état de cause, quand il y a une situation qui se présente, il faut que la lumière soit faite. L'objectif n'est pas de remplacer ou de peut-être ramener, corriger, voilà. Non, l'essentiel, le problème, c'est de faire de manière à ce que cela ne puisse se reproduire. C'est de ça il s'agit. Donc, quand on ne mène pas ou on fait une justice qui est une justice inféodée, fondée sur d'autres clichés, je pense que ça va même frustrer plus d'un, parce que s'il faut, on trouve des bourreaux et qu'on les laisse, on prend d'autres personnes parce que nous connaissons une justice. Donc ça va créer beaucoup de remous dans le subconscient des populations. Mais ce qu'il faut relever également, comme le disons, parce que l'objectif qui est visé, parce qu'on parle du terrorisme, l'objectif qui est visé aujourd'hui, c'est comment faire pour que cela n'arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quant à cette question, je pense que les uns et les autres ont déjà ont essayé d'expliquer un peu le comment des choses. Le comment des choses aujourd'hui, c'est de manière à ce que les populations ou l'État même ou les politiques s'investissent davantage dans la lutte contre le terrorisme. Et quand on dit la pauvreté est un des éléments qui peut expliquer le terrorisme, c'est vrai, mais vous trouvez cela aussi? Oui, aujourd'hui, nous devons prendre conscience que quand à côté on laisse une arme j'allais dire, et qu'on laisse la vie de quelqu'un vient avec des milliards, vous dit prends l'arme, tue ton prochain, c'est à nous de voir, parce que là-bas, ce n'est pas la personne même c'est là je parle d'une éducation, c'est plus que ça quoi. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous allons prendre les armes contre nos frères parce que on est pauvre, ça n'existe pas. Parce qu'on a faim. Cette explication, je crois, ma foi, ça ne peut pas répondre favorablement. C'est vrai que nous connaissons la façon dont la politique ou la gestion, la gouvernance, elle est bâclée, mais ne peut pas nous amener à prendre des armes contre nos frères.
à défaut, c'est comme dans les campagnes. Quand les gens viennent pendant les campagnes électorales, ils présentent des choses, des cadeaux. Vous pouvez vous prendre ces cadeaux-là, mais ne pas aller quand même les voter. C'est que ça manque à beaucoup, hein, ça manque à beaucoup, et véritablement, c'est ce à quoi nous jetons. Et les politiques, pas les politiques, les Occidentaux vont venir ici nous instrumentaliser, on vous dit, on vous enrôle, les jeunes qui sont pauvres, même au Togo, on en a connu. Quand le gouvernement a pris le plan d'urgence, enfin, dans les savants, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est parce que il manque beaucoup de structures voilà, au nord qui peuvent être enrôlées dans ces champs de terrorisme. Je dis non, en fait, il fallait un travail d'éducation, il fallait un travail de conscientisation. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai, quand il y a des disparités trop criardes, ça peut amener l'homme à changer de mentalité, certes. Mais à un moment donné, quand vous êtes homme et que vous devez prendre des dispositions pour comprendre que je ne peux pas tuer mon frère parce que l'autre est mieux que moi, ça peut changer véritablement beaucoup de choses dans le truc comme ça. Donc, il faut que les États s'impliquent davantage dans ce qu'on appelle la sensibilisation, dans ce que nous appelons la formation. Et c'est l'un des maillons les plus essentiels pour que les Occidentaux ne puissent pas nous instrumentaliser. C'est vrai qu'ils nous apportent des armes aujourd'hui. Leur objectif, c'est quoi? Il faut créer de la déstabilisation pour profiter de la situation. Voilà. Non, oui, pour vendre des armes. Pour vendre des armes aussi. Nos richesses, parce que quand ils viennent sans contrepartie, souvenez-vous, aujourd'hui, quand les gens mettent des sentiments pour dire les Français quitter, nous ne voulons pas, les Français aussi résistent, je ne quitte pas, mais je ne vois pas le problème. C'est une question d'intérêt. C'est-à-dire que quand les Occidentaux interviennent, que ce soit les Français, que ce soit les Russes, que ce soit beaucoup d'ailleurs, ils ne viendront pas comme ça. Ils viendront pour intervenir contre quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est que nous-mêmes, à notre actif, nous devons réfléchir pour toi. Comment est-ce que nous devons faire que ce soit quelqu'un qui viendrait, que ce soit véritablement des résultats tangibles que nous pouvons attendre par rapport à leur intervention. Mais là où je... Une souveraineté partagée et que les États doivent comprendre, les gouvernements ou les chefs d'État doivent comprendre de la souveraineté. C'est pourquoi la CEDEAO doit aller au-delà de sa mission. Mais là où je continue, moi je continue tout pas soutenir ma thèse que c'est l'Occident qui entretient le terrorisme contre les pays africains. Oui, nous sommes d'accord. Ça, c'est clair. D'autant plus qu'on n'a pas de preuves. Mais c'est toujours ça. On a des situations avant que le printemps arabe n'arrive dans ce pays, on n'a pas connu ça. Avant que Sarkozy ne soit tué de la sorte, mais on se souvient le printemps arabe également. Avant que la Libye ne soit décapitée, on n'a pas parlé de ce terrorisme. Et qui dénonce les injustices. Aujourd'hui, ce terrorisme-là est maîtrisable par l'Occident, puisque c'est l'Occident qui alors oxygène, alimente, alors structure même cette nébuleuse contre les pays africains. Oui, puisque quoi? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes... Oui. Est-ce que les pays occidentaux ne peuvent pas arrêter ce terrorisme-là aujourd'hui? S'ils le veulent, ils vont le faire. Si vous voyez l'achat... C'est parce qu'ils ont intérêt à nous déstabiliser, à prendre les ressources minières qu'ils encouragent ça. Sinon, arrêter le terrorisme ne prendra aucun... Mais nous devons refuser ça aussi. Justement, je comprends le raisonnement de M. Akout, mais c'est quand même assez bizarre quand vous dites, oui, certes, les Occidentaux... Moi, je n'ai pas les preuves. Les preuves, c'est pourquoi je ne m'aventure pas dans ça. Oui, ce qui est regrettable, c'est que nous sommes dans une démocratie représentative où vous avez les représentations nationales ou les députés qui approuvent l'intervention étrangère dans nos pays. Au Niger, par exemple. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nos États sont d'accord avec l'aide occidentale pour lutter contre le terrorisme. Donc, on ne peut pas tirer... Mais justement, ça a été dit. Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite juste après. Si le peuple n'est pas d'accord, je suis désolé. Voilà. On change leurs représentants et on amène d'autres. On marque la pause pour le journal et on revient pour la suite.